C'était une paire de mains d'une valeur inestimable. En ouvrant un tiroir, on y trouvait des montres de luxe. Même pour aller faire les courses, il sortait à bord d'une Lamborghini. Et lui, c'était le célèbre Dr Strange, Stephen. À cette époque, il était encore l'un des meilleurs chirurgiens au monde. Un jour, l'hôpital reçut un patient avec une balle logée dans la tête. Alors que tous les autres médecins s'apprêtaient à déclarer le décès, le docteur, en seulement 3 minutes, ouvrit le crâne, retira la balle et ramena de force cet homme des portes de l'enfer. Mais ses mains presque parfaites furent transpercées de plaques et de vis à la suite d'un grave accident de voiture. Ces blessures l'obligèrent à faire définitivement ses adieux au bloc opératoire. Bien qu'il tente chaque jour de récupérer l'usage de ses mains, tous ses efforts restèrent vains. Désespéré, il songea même à mettre fin à ses jours. C'est alors qu'un homme lui offrit une lueur d'espoir, cet homme qui jouait au basket. Il avait été déclaré condamné au fauteuil roulant pour le reste de sa vie, et celui qui avait affirmé qu'il ne pourrait jamais être soigné. C'était justement le docteur. Le docteur retrouva alors celui qu'il avait autrefois abandonné. Il lui montra ses mains en souffrance et lui raconta tout. Par bonté, l'homme lui parla d'un lieu appelé Camartage. Pour guérir ses mains, le docteur s'y rendit. Sous la recommandation de Mordo, il rencontra l'ancienne. Elle lui expliqua qu'il n'existait ici aucun traitement physique, et que le seul remède était la force de l'esprit. En l'entendant, le docteur entra dans une colère noire, se sentant trompé. Il pointa alors un doigt vers la poitrine de l'ancienne et se mit à l'insulter. Mais à l'instant même, son âme fut projetée hors de son corps. Tout ce qu'il venait de voir fit voler en éclats sa foi aveuglant la science. Son univers s'effondra, et il tomba immédiatement à genoux pour supplier qu'on le prenne comme disciple. Pourtant, il fut rejeté sans la moindre pitié, car l'ancienne voyait en lui l'ombre de son ancien élève, Caecilius. Quelques jours plus tôt, Caecilius avait discrètement volé 2 pages consacrées à la dimension obscure dans le livre de la magie du temps. Heureusement, l'ancienne s'en aperçut à temps et invoqua l'espace miroir pour barrer la route à tous. D'un simple geste, les bâtiments se mirent à se dupliquer, et la gravité fut renversée. Elle fit apparaître des boucliers magiques dans ses mains et les traîtres ne purent lui résister. Voyant qu'il n'avait aucune chance, Caecilius utilisa une téléportation spatiale pour s'enfuir. L'ancienne ne le poursuivit pas. Elle se contenta de lever la main pour dissiper le sort. Bien qu'elle ait perçu le potentiel exceptionnel du docteur et reconnu en lui une matière idéale pour devenir un maître suprême, elle ne voulait pas créer un nouveau traître. Mais Mordo ne partageait pas son avis. Il affirma que si Caecilius réussissait à déchiffrer les 2 pages de magie noire qu'il avait dérobées, il serait capable de détruire le monde entier. Et l'arrivée du docteur était peut-être la clé pour empêcher cette catastrophe. Après y avoir longuement réfléchi, l'ancienne accepta et fit de nouveau entrer le docteur dans le sanctuaire. Elle lui expliqua que les sortilèges étaient semblables à des codes sources du monde réel, puis lui montra les différentes énergies en provenance du multivers. Les sorciers devaient puiser dans ces énergies pour lancer leurs sorts et créer des boucliers ainsi que des armes. Le docteur fut profondément bouleversé par ce qu'il venait de voir et commença aussitôt à s'entraîner. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à maîtriser les bases de la magie. Il pensa alors que ses mains blessées étaient le véritable obstacle. Pourtant, à l'instant suivant, un homme manchot traça devant lui un cercle magique avec une précision parfaite. Pour briser son arrogance, l'ancienne l'emmena au sommet de l'Everest. S'il ne parvenait pas à revenir dans les 30 minutes, il mourrait gelé sur place. Face à une question de vie ou de mort, le docteur n'osa pas tenter le destin. Se concentrant de toutes ses forces, il traça un cercle et parvint finalement à revenir avant d'être totalement figé par le froid. Après cette épreuve, il renaquit littéralement. Sa maîtrise de la magie devint de plus en plus naturelle. Il parvenait même à voler des livres sous le nez de Wong sans en avoir conscience. Mais cela ne lui suffisait pas, désireux d'accélérer encore ses apprentissages. Il quittait son corps chaque nuit pour étudier sans interruption, 24 heures sur 24. Un jour, profitant de l'absence de Wong, il ouvrit le livre de la magie du temps. Suivant les instructions, il passa l'œil d'Agamotto autour de son cou et forma un sceau de ses mains. Le collier réagit aussitôt, et la pierre du temps se mit à briller d'une intense lumière verte. Il plaça ensuite le cercle magique autour de son bras. Mais une scène étrange se produisit alors. Depuis la fondation des États-Unis, leur navire marchand n'avait jamais été attaqué. Les bâtiments battant pavillon américain traversaient même les eaux somaliennes sans nécessiter d'escorte. Cependant, ce record fut brisé en 2009. Le 8 avril 2009, le porte-conteneur Maersk Alabama naviguait dans l'océan Indien lorsque son capitaine, Richard Phillips, remarqua soudain une vedette rapide qui se rapprochait à grande vitesse. À ce moment-là, le navire se trouvait à environ 450 km à l'est de la Somalie. Or, en 2009, la piraterie somalienne faisait rage, rien que la semaine précédant le départ de l'Alabama, 6 détournements de navires avaient déjà eu lieu. Phillips comprit immédiatement qu'il s'agissait très probablement de pirates. Il contacta sans tarder la ligne d'urgence maritime américaine pour demander de l'aide. Mais au même instant, l'embarcation avait déjà rattrapé le cargo. Voyant que le navire marchand ne ralentissait pas, le chef des pirates, Muse, fit signe à ses hommes de tirer des coups de semonce. Le cargo avançait à 19 nœuds, tandis que le radar indiquait que la vedette fonçait à 27 nœuds. Les forces navales les plus proches mettraient du temps à arriver. Phillips prit alors une décision immédiate et déclencha le plan anti-piraterie. Le navire activa les canons à eau à haute pression installés tout autour de la coque afin d'empêcher toute approche. Ce dispositif était généralement très efficace, mais un imprévu sur 20, l'un des canons à eau n'était pas correctement verrouillé. Cette défaillance devint l'unique faille du dispositif. Les pirates la repérèrent aussitôt et s'en approchèrent. Le second capitaine se précipita pour tenter de réparer la panne. Afin de lui faire gagner du temps, Phillips tira une fusée de détresse en direction de la vedette pirate. Ce type de fusée contient un mélange combustible d'aluminium et de magnésium, capable de produire une flamme dépassant les 1200 degrés.
Mais les pirates ripostèrent, armés de fusils AK-47, ils clouèrent le capitaine sous le feu, puis arrosèrent de balles la zone où le second tentait la réparation. Contraint d'abandonner ses outils, celui-ci dut battre en retraite. Les pirates sortirent alors une échelle métallique spécialement conçue pour l'abordage. Depuis la passerelle, Phillips coordonnait la dernière ligne de défense. 430 degrees! Cependant, le cargo était trop lent et encombrant pour rivaliser avec la maniabilité d'une petite embarcation rapide. Voyant que les pirates avaient réussi à monter à bord, Phillips donna l'ordre d'arrêter les moteurs et d'immobiliser le navire. Il demanda ensuite à tout l'équipage de se cacher dans la salle des machines. Il fallait à tout prix éviter d'être capturés. Les pirates ne cherchaient pas à s'emparer du navire et même s'ils y parvenaient, cela n'aurait servi à rien car leur méthode habituelle consistait à prendre des otages pour exiger des rançons allant de quelques centaines de milliers à plusieurs dizaines de millions de dollars. Tant que l'équipage n'était pas capturé, il restait une chance d'attendre l'arrivée des secours. 4 pirates gagnèrent rapidement la passerelle. Seul le capitaine et 3 membres de l'équipage restèrent pour négocier avec eux. Le navire transportait 30 000 dollars en liquide. Phillips espérait pouvoir les convaincre de repartir avec cette somme, mais il comprit vite que cela serait insuffisant. $30,000? What am I? Do I look like a beggar? I want to search every lock and hole of the ship now. You want to search the ship? Now! All right. We'll search the ship. We'll start up here on the nav deck and we'll work our way down. But we better hope the emergency power stays on, because we won't be able to see a thing if it goes off. I'll take it, we'll search the ship. Par radio, Phillips indiqua aux pirates l'itinéraire qu'il allait emprunter à bord, tout en suggérant discrètement à l'équipage de couper l'alimentation électrique. Or, le générateur principal se trouvait sur le pont, ce qui obligeait un marin à prendre de grands risques pour aller le désactiver. La chaleur étouffante dans la salle des machines força également le second à se rendre à la cuisine afin de récupérer de l'eau pour l'équipage avant la coupure du courant. Les pirates en eux-mêmes n'étaient pas ce qu'il y avait de plus effrayant, ce qu'il était, c'était un pirate instruit. Muse, qui avait reçu plusieurs années d'éducation, remarqua le plan du navire accroché au mur. Problem from engine room. We go there now. All right, engine room. It's going to be really hot down there. Without the power on, there's no ventilation, no air. Maybe we should get some water, maybe from the mess down on A-deck. Le capitaine comptait profiter de l'arrêt à la cuisine pour gagner du temps, sachant que l'équipage s'apprêtait à couper le courant. Dans l'obscurité totale, les pirates auraient bien du mal à retrouver les marins dans la salle des machines. Mais ils n'avaient pas prévu que le second se trouverait lui aussi dans la cuisine. Ignorant tout de la situation, celui-ci remplissait des bouteilles d'eau lorsqu'il entendit soudain la voix de Phillips dans le couloir. Il se cacha aussitôt dans l'ombre. En réalité, le capitaine parlait volontairement à voix haute afin d'alerter les membres de l'équipage qui n'auraient pas encore trouvé refuge. Heureusement, Phillips remarqua les bouteilles posées au sol. Réagissant immédiatement, il parvint une nouvelle fois à transmettre un message implicite à ses hommes. Careful in here in the bare feet. You can cut him on almost anything. Après leur départ, le second comprit le signal et avertit l'équipage de répandre des éclats de verre sur les passages obligés. Pieds nus, un jeune pirate se blessa gravement et perdit toute capacité de mouvement. Phillips proposa de l'emmener soigner sa blessure, mais Muse sentit que quelque chose n'allait pas et exigea de poursuivre la fouille de l'immense salle des machines. Pendant ce temps, le marin chargé de couper l'électricité parvint à éviter les pirates et entra dans la salle de distribution électrique. What you do? Look at me eyes! L'éclairage étant désormais extrêmement faible, Phillips continua d'insister pour que Muse accepte d'emmener son homme blessé se faire soigner. Mais le chef pirate se montra particulièrement rusé, il ordonna à l'un de ses hommes d'emmener Phillips vers le haut, tandis qu'un autre descendait poursuivre les recherches. Muse, seul, continua à fouiller le compartiment plongé dans l'obscurité. Refusant de rester passif, les membres de l'équipage caché décidèrent de profiter de la pénombre pour tenter un combat désespéré. Lorsque Phillips ramena le pirate blessé sur la passerelle, une voix retentit dans le talkie-walkie. Les marins étaient parvenus à maîtriser Muse et exigeaient qu'il ordonne à ses hommes de libérer le capitaine. Voyant les pirates désormais en position de faiblesse, Phillips proposa immédiatement un accord. La vedette des pirates ayant disparu, il leur suggéra de repartir à bord du canot de sauvetage du cargo. En échange de leur départ, il leur offrirait les 30 000 dollars. Acculés, les pirates n'eurent d'autre choix que d'accepter. Après avoir reçu l'argent, les deux camps procédèrent à l'échange des otages. Phillips accompagna les pirates jusqu'au canot de sauvetage à la poupe. Mais ceux-ci affirmèrent ne pas savoir le manœuvrer et exigèrent que Phillips monte à bord pour leur apprendre à le conduire. Craignant qu'ils ne s'en prennent à des innocents, Phillips accepta d'entrer dans le canot afin de leur expliquer les commandes. Alors qu'il s'apprêtait à se retourner pour regagner le navire, les pirates le saisirent et l'emmenèrent de force.